Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Vous avez juste manqué l'orage. Il va certainement revenir pendant, j'espère pas trop fort. Et j'invite Madame la syndic de Belmont, Nathalie Greiner, la commune de Belmont qui est instigatrice, soutien, enfin bon, cette terminologie, on ne sait jamais par quel bout les prendre. Hein. C'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Non, alors instigatrice, c'est peut-être beaucoup dire. C'est vrai que quand Monsieur Tapie est décédé, Jean-Pierre m'a contacté assez rapidement pour qu'on puisse mettre en place un hommage, ce à quoi évidemment j'ai dit oui immédiatement et la municipalité ensuite aussi. C'est vrai que je suis là pour représenter la municipalité qui est heureuse effectivement de pouvoir accueillir cet événement dans cette salle, mais je suis aussi là aujourd'hui à titre personnel parce que j'ai vraiment envie d'apprendre sur Monsieur Tapie. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer pour ses 90 ans, puisque je suis allée le visiter chez lui. Il a accepté que je vienne avec une délégation municipale pour son anniversaire. Et à cette occasion, j'ai pu effectivement échanger avec lui et lui poser 2-3 questions. Mais c'est vrai que en tant qu'habitante de... Pardon. Moi, j'habite Belmont depuis 1999. Et c'est vrai qu'avant que je n'intègre le conseil communal, donc au début des années 2010, j'en avais vaguement entendu parler, mais je ne connaissais pas vraiment. Mes enfants étaient petits. Enfin, c'est vrai que si on ne s'intéresse pas vraiment à la vie du village, quand j'ai fait mon hommage aussi au conseil communal après son décès, c'est vrai qu'il y a les personnes qui sont au conseil depuis très longtemps, qui sont ancrées dans la vie de Belmont, mais c'est vrai que les jeunes, et les moins jeunes aussi, ne sont pas forcément au courant en fait de cette vie riche et puis de ce qu'il a fait. Donc, en tout cas, je suis extrêmement contente que cette salle soit pleine. Je remercie aussi beaucoup Jean-Pierre, Hélène, enfin tout le comité d'organisation parce que c'est beaucoup d'énergie. Nous, on a mis un peu de l'administratif à disposition. Mais c'est vrai que je me réjouis beaucoup de cet après-midi et puis de partager ces moments avec vous. Et puis au nom de la municipalité, je vous souhaite une excellente après-midi avec Éric Tapie. Merci. Rendre hommage à Éric Tapie, je veux dire que le petit comité qui s'est formé s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut rendre hommage à quelqu'un comme Éric Tapie? Alors, il y a plusieurs formules. Faire un concert, oui, mais avec qui? On pouvait imaginer le faire difficilement avec des gens qui avaient chanté avec lui. C'est d'ailleurs un des problèmes des gens de Belmont, parce que lorsqu'Éric a annoncé qu'il quittait la scène, eh ben, c'était en 1980-81. Donc, qui de cette époque-là a encore un souvenir précis? C'est pas évident. Donc, trouver des gens qui ont chanté avec lui ou qui ont fait de la musique avec lui, il y en a pas beaucoup. Il y en a quand même. Bon. Et puis, on aura un témoignage, en tout cas. L'autre possibilité, c'était de faire avec des jeunes qui ont peut-être été ses élèves. Mais déjà, même ces élèves, ils sont déjà plus tout jeunes. Excuse-moi, Karine, hein, c'était... Il y a... en plus, pas, voilà. On en parlera après. Donc, on a tourné ça dans tous les sens. Et puis finalement, on s'est dit, mais peut-être que pour beaucoup de monde, ce serait une belle opportunité de réentendre Éric Tapie. Alors, vous avez vu tout à l'heure une image qui explique peut-être la raison pour laquelle je me suis investi dans ce projet. C'est que pour ses 80 ans, avec Éric Tapie, donc, on a fait une émission à la radio, puisqu'à l'époque, j'étais encore actif à la radio. Et on a fait ça au Studio 15 de la Maison de la Radio avec des chanteurs, des invités qu'il avait choisis lui-même. Et ça a été un moment vraiment très fort. Pour moi, en tout cas, je pense que j'espère pour les autres aussi. Pour Éric, j'avais le sentiment aussi que c'était un moment exceptionnel. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas comme si Éric était avec nous, comme si il nous accompagnait cet après-midi. Il nous accompagne avec ses magnifiques photos, cette présence extraordinaire, et puis sa voix.
au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde y viennent faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde y viennent faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit, qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Pour moi ne chante guère, car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Je crois que cette chanson contient toutes les réponses au pourquoi chanter et comment faire une carrière. Bon, ça demanderait beaucoup d'explications. Peut-être que vous me poserez des questions, je vous expliquerai. Mais cette chanson me ravit. Tout le monde a reconnu Don José dans Carmen, bien sûr. Tout le monde a reconnu Radamès dans l'œuvre de Verdi, je pense. Mais plutôt que de faire passer des airs qui, de toute façon, n'étaient pas pour moi, je trouve que ces chansons françaises, qui sont notre essence, nos racines, elles contiennent tout ce que le chant doit contenir, c'est-à-dire la spontanéité, la joie, le plaisir. On pourra parler du plaisir, mais évidemment, il y a des plaisirs très divers. Mais ça, c'est le premier plaisir. Le plaisir et, je dirais, l'impulsion que tout chanteur doit avoir avant de chanter. Et moi, je la ressens Auprès de ma blonde. Voilà. Mais on a l'impression que c'est facile de chanter. N'importe qui pourrait chanter cette chanson. On l'a tous chantée. C'est facile ? Eh oui, c'est très facile. C'est facile d'avoir du plaisir et c'est ça qui est très heureux pour tout le monde. Il y a deux plaisirs. Tout le monde peut chanter ça. Si je demandais à tout le monde, et ça se fait beaucoup à la télévision française maintenant, de faire chanter le public, n'est-ce pas ? Si je leur demandais de chanter, tout le monde pourrait la chanter. Il y a le plaisir qui est le vrai plaisir, c'est celui de l'acte de chanter. Et je crois que quand on a la chance et le bonheur de pouvoir chanter depuis tout petit, et chanter, je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais en tout cas un peu dans sa vie, même si ce n'est pas son métier, je pense que le chant nous apporte une grande énergie et une grande compréhension de la vie. Ça, c'est un plaisir. Moi, je constate que beaucoup de gens qui chantent dans les chœurs, qui sont ce qu'on appelle des amateurs, mais le mot amateur n'est pas dépréciatif, ce sont des amateurs qui ont du plaisir. Et ça, c'est le vrai plaisir, c'est celui de l'acte. Maintenant, le plaisir du professionnel, après, auprès de ma blonde ou après d'autres choses, ça devient un plaisir qui doit être celui de la façon dont on commet cet acte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs exigences à cet acte. Alors quand c'est la seule spontanéité, tout le monde prend du plaisir. Quand ça devient plus que de la spontanéité, qu'on doit faire croire à la spontanéité, c'est le moment où on devient professionnel et où on se rend compte que le plaisir n'est pas une chose aussi simple. Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari? Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari? Je donnerais Versailles, Paris et Saint-Denis. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis, les tours de Notre-Dame, le clocher de mon pays, et ma jolie colombe pour avoir mon mari. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Oui, c'est un enregistrement que je trouve extraordinaire, avec Michel Perret au piano, il faut quand même le saluer. C'est une très très belle harmonisation, je trouve aussi, de ces chansons populaires. Alors,
évidemment, quand on a lancé ce projet, qu'on a mis les affiches, etc., les gens ont dit, mais qui est Éric Tapie, qui va s'intéresser à moi, l'opéra, je ne connais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, etc. Donc, ben oui, mais il y a ça aussi. Et Éric, c'est aussi ça, c'est deux mondes, c'est probablement beaucoup plus que cela. Mais Éric est quelqu'un qui aimait profondément le chant, l'expression, mais l'expression simple aussi. Et j'aimerais inviter l'une de ces deux filles qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui, José Flore. Alors, je vous dis tout de suite, on se tutoie, donc on ne va pas faire comme à la radio où on fait semblant de se vous voyez. José, donc tu avais, on ne va pas dire l'âge que tu avais, mais tu étais une adolescente quand tu es venue ici à Belmont, quand vous vous êtes installée. C'était en 1968, année quand même pas du tout évidente, quand on sait la carrière, la tournure qu'avait pris la carrière d'Éric, disons, où il commençait à jouer d'une manière internationale, beaucoup en France. 1968, vous suivez mon regard. Acheter une maison à ce moment-là, je sais que c'était un peu d'angoisse dans la famille. Et bon, les choses ont passé. C'est aussi une période où Éric commence à voyager. Alors, juste quelques étapes que j'avais inscrites. 1959, première passion selon Saint-Jean à Strasbourg, sous la direction de Fritz Munch, le frère de Charles. Ensuite, apparition au Festival de musique contemporaine. Bon, il n'a pas fait que du Monteverdi, donc Festival de musique contemporaine, l'automne de Varsovie. Premier opéra de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées en 1965, La Finta Giardiniera. En 1966, commence la collaboration avec Jean-Pierre Ponel à l'Opéra de Cologne dans un cycle Mozart. Est-ce que tu voyais souvent ton papa à la maison? Je vais briser la mythologie. Quand j'entends mon père parler, moi j'aimais bien quand il disait rien. Donc j'aimais beaucoup quand il chantait et quand on faisait des choses ensemble. Donc si tu me permets, je vais parler plutôt. Non, c'est pas mon père, c'est mon père et c'est pas mon père. Moi je peux seulement parler de mon père. Je vais forcément rencontrer le musicien, mais je vais quand même vous donner un écho que je peux vous transmettre. Ça m'est déjà assez difficile de commencer à parler de mon père ici, mais je vais être très concrète. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on est arrivé, j'avais 13 ans, 14 ans, on est arrivé à Belmont, 700 habitants, c'était vraiment la pleine campagne. On a aménagé dans cette maison, il y avait un jardin assez sauvage, des arbres fruitiers très vieux, il y avait des épicéas qu'on appelait les sapins, un jardin en pente légère, il y avait un pin maritime, c'était assez extraordinaire. Et ce terrain jouxtait celui des voisins, une grande ferme, la ferme de la famille Liardet. Et je me souviens, mes parents, d'emblée, ont dit on ne veut pas de clôture. Et ils ont refusé de délimiter leur territoire par une barrière. Et ça, pour moi, c'est mon père. Il n'y a tellement pas de clôture qu'on peut aller piquer des fleurs de lilas. Alors, ce qu'a fait Hélène, qu'on entendra tout à l'heure. Notez qu'on peut camber les clôtures, mais c'est juste pour vous dire, parce que je vais développer, ils nous ont transmis, et mon père en particulier, cette ouverture absolue vers les autres. La vie n'est pas faite de gens qui se ressemblent. J'ai grandi comme ça avec ma sœur, mais de gens qui ne se ressemblent pas. Et en fait, la vie, c'est un éventail de couleurs très hétéroclites qu'on ouvre et qu'on ferme pour pouvoir respirer. Mais on a toujours la diversité dans les mains. Alors, je vous donne 2-3 exemples. La famille Liardet, vignerons, fleuristes, les 4 filles, les parents, Charles et Lou, l'oncle Louis, tout ça, et puis plus tard, les suivants, Francis, Francine, etc., c'est devenu des compagnons quotidiens de la famille, je dirais de la famille, parce que de ma sœur et moi aussi, et de mes parents et de mon père. Et pour mon père, c'était un ancrage pour son bateau profondément nomade, un ancrage vital. Ça l'a tenu en vie.
Il a sympathisé, ma mère aussi, avec des voisins encore plus disparates pour nous, qui était la famille Nicou, qu'on a très discrètement côtoyé sans jamais être indiscret. Et puis peu à peu, entre un ingénieur en micro-informatique extrêmement pointu, Jean-Daniel Nicou, et son épouse, brillante mathématicienne, rien en commun, ils ont finalement lié un lien extrêmement profond et jusqu'à leurs derniers jours. Donc moi, j'ai appris à m'intéresser, et ça je le dois à mon père, et ma sœur aussi, à m'intéresser à ceux qui ne me ressemblent pas. Ça, c'est la première chose que j'aurais voulu dire et qui est très liée à cette ouverture de l'espace à Belmont. Alors, je peux encore ajouter quelque chose ? Et il y avait dans cette ouverture, pour moi c'est ça l'héritage du musicien qu'il était, aucun sentiment de hiérarchie. Nous, on a grandi avec ma sœur dans les théâtres. Donc, on a grandi dans les coulisses d'opéra, dans les décors, dans les loges d'artistes. On a grandi dans ce monde un peu underground, je dirais, derrière le spectacle. C'était naturel, on vivait là tout le temps, on courait, etc. Et on a vécu, avec mon père, on a vu tout le temps une même attention chez lui et une même bienveillance, une même attention inquiète aussi pour les costumières, la maquilleuse, le chef d'orchestre, le perruquier, les éclairagistes, le metteur en scène, les nettoyeuses ou ses partenaires. Tous avaient la même importance. Je retourne à Belmont, pareil. Belmont, le village dans sa diversité la plus grande, ce n'était pas que le panorama, les montagnes, le lac, sa petite tranquillité, mais le pressoir des Liardais, les vignes des Aptels, le garage des Brugera, Hélène qui est là, qui a apporté les lilas du jardin, le jardinier, la couturière, j'ai oublié leur nom, le livreur de mazou, qui est encore venu récemment livrer du mazou et qui m'a dit « Comment va votre maman ?» Ne sachant pas qu'elle était décédée, extrêmement affecté d'imaginer qu'il ne boirait plus de café avec elle. Et ça m'a touchée au cœur, parce que je trouve que la clé de ce rayonnement de mes parents, et de mon père en particulier, était dans cette attention plurielle. Et je conclurai encore par quelque chose, c'est qu'il accordait autant d'importance à la qualité d'écoute et à la disposition des chaises dans une salle comme ici, dans la grande salle de Belmont, qu'à celle dans une salle de concert. Pas de géométrie variable, la même exigence, ici et maintenant, où qu'il soit. Et ça, je pense que c'est un gros cadeau qu'il nous a fait. Ça nous est naturel, si j'ose dire. Merci, José. On se reverra tout à l'heure. Il y a une autre image que j'aimerais juxtaposer sur celle que tu as donnée. C'était il n'y a pas très très longtemps. C'est probablement une des dernières images où je vois tes parents sur leur terrasse. Je leur apportais à manger pendant le Covid, parce que l'auberge communale ici proposait des repas à l'emporter. Et ce n'était pas évident donc, pour eux de partir, de prendre une voiture et puis d'aller, je crois même qu'ils ne conduisaient plus trop à ce moment-là. Donc avec un vélo cargo, j'allais leur apporter à manger. Et ils me posaient, parce qu'on ne pouvait pas se parler, on était à distance comme ça, ils me posaient les sous pour le repas. Moi, je leur posais le repas sur la table de la terrasse. Et puis, il y avait toujours une bouteille. La bouteille de Satyre, c'est son vin. Je ne sais pas si c'était son vin préféré, mais ça va tellement dans ce que tu viens de décrire. Pourtant, pour moi, Éric Tapie, c'était d'abord on va dire un client. Je l'ai interviewé pour la radio maintes fois. Mais je peux dire que alors, je dirais que c'est facile de dire ça maintenant, parce qu'on est entre nous, parce que voilà, on fait un hommage. Non, sincèrement, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, de grands artistes, des gens absolument admirables. Mais Éric, l'interview d'Éric, c'était toujours
un immense moment, parce qu'il y a cette vérité constante chez lui, que tu as très bien décrit, cette exigence, mais qui n'est pas l'exigence pour être exigeant, mais c'est pour être vrai, pour être sincère. Alors là, puisque tu as évoqué, et je crois que ce serait le moment, Hélène, la femme du garagiste, à l'époque, viens par là, viens par là, c'est comme ça tu es dans la lumière, ici, voilà, ça. Donc tu as connu Éric Tapie, quand il arrivait au garage, c'était quoi, une diva qui avait enlevé son costume, c'était quoi? Non, quand il arrivait au garage, c'était pas une diva. Mais régulièrement, ils avaient téléphoné 1 fois, 2 fois, 3 fois pour être sûr que le rendez-vous était bien à ce moment-là ou pour expliquer quelque chose. Donc, c'est vrai, moi, avec Roberto, on a tenu le garage depuis 1973, donc quelques années après qu'il soit là, mais on habitait au garage. Et plus tard, on a habité le coin d'en bas, ce qui fait que j'ai été la voisine aussi d'Éric et de Denise. Et c'est vrai que si pour eux, pour nous, ça a été premièrement un client, c'était après un ami proche, quelqu'un avec qui j'ai passé des moments extraordinaires, parce que j'ai toujours chanté. Et il m'a entendu chanter parce qu'il venait aussi aux soirées de la Concorde ou à d'autres, et qu'il m'a entendu chanter certainement dans le quartier quand je chantais comme ça, en passant avec sa voiture. Et j'ai régulièrement fait de bons moments avec lui pour lui raconter un concert, pour lui raconter la fête des vignerons, parce que j'ai fait la fête des vignerons de 2019, pour lui expliquer ce qu'on avait fait avant, après, pendant. Et puis, lui raconter aussi des voyages. Et quand on avait ces moments privilégiés, il était d'une attention extraordinaire. On buvait toujours un verre, bien sûr, parce que là, il fallait boire un verre de blanc. Et il se trouvait qu'il avait régulièrement du blanc qui venait de Riva. Et comme j'avais habité Riva et qu'on discutait des monachons qui étaient les vignerons de Riva, c'était encore une raison de plus de partager des moments. Et puis, avec Éric, il y a eu un moment extraordinaire. Je le vois, j'entends sa voix. Il avait la cinquantaine. Et fin août, peut-être début septembre, il est arrivé au garage pour nous amener sa voiture et il nous a dit « J'ai fini ma carrière ». Il était à Salzbourg. Et comme Éric est un perfectionniste, une extrême exigence envers lui, il nous a dit « J'avais un coma d'écart ». Et j'ai arrêté. Je le vois et je l'entends à côté de sa voiture à l'entrée du garage. Et ça, j'ai trouvé que c'était fantastique. Et puis, avec Éric, je fais partie des aînés, du club des aînés depuis une éternité, mais je fais partie de Belmont depuis toujours, donc ça se ressemble. 2 fois, on l'a invité pour nous faire une conférence. Et là, j'ai passé des moments presque angoissants, parce qu'il voulait ci, puis il voulait ça, et puis qu'il fallait l'escalier comme ceci pour pouvoir se poser, puis en même temps, une simplicité, un partage de ses connaissances, un partage de sa vision du monde et de tout ce qui participait à Belmont, et lui avait grand plaisir à participer à des activités de Belmont. Par croire que tout ça a été organisé, mais vraiment comme du papier à musique, j'aimerais vous faire entendre, puisque Hélène, tu as parlé de ce moment où Éric a annoncé d'abord à ses amis, mais ensuite au monde qu'il allait se retirer. Eh bien, c'est un extrait d'une interview qu'il a donnée à ce moment-là pour Espace 2, et je pense qu'on va l'écouter. C'est une décision qui a surpris, je crois, tous mes collègues, les chefs d'orchestre, les metteurs en scène avec qui je travaillais, et même mes amis, mes proches, sauf peut-être quelques personnes qui me connaissent très très bien et qui pouvaient
comprendre et ressentir depuis peut-être déjà 2 ou 3 ans les difficultés que je rencontrais moi-même avec ma profession. Ces difficultés, elles ne sont pas bien graves, et je tiens tout de suite à rassurer d'abord le grand nombre de personnes que j'ai rencontrées dans la rue ou qui m'ont écrit, croyant que cette décision cachait peut-être un état de santé déficient, etc. Je tiens à rassurer les auditeurs et ceux qui m'aiment que je suis en parfaite santé. Malheureusement, il y a effectivement un tout petit problème de santé, mais qui atteint mon instrument. Or, mon instrument, c'est la voix, et il est toujours extrêmement difficile de déceler l'importance d'une gêne au niveau vocal. Et cette gêne n'a jamais été perceptible pour le public, ni pour mes collègues, ni pour personne, mais elle me posait un problème, je dirais, d'exigence vis-à-vis de la musique et de mon métier. Et tant que je pouvais surmonter et me battre avec mon instrument de façon à ce qu'il réalise encore ce que j'espérais, parce que vous savez, un artiste espère toujours arriver à une certaine qualité. Y arrive-t-il? Ça, c'est une autre question. Mais du moins, je pensais y arriver. Dès l'instant où j'ai vu que j'aurais de la peine, et non seulement de la peine, mais peut-être que cela me coûtait trop d'énergie. Et ça, c'est peut-être ce qui est intervenu le plus dans ma décision, c'est que ça commençait à me coûter une énergie telle que je craignais, au fond, vous dites à 50 ans, c'est vrai, je me sens très très jeune, très bien et plein d'envie et de désirs, et j'avais peur de perdre, au fond, ces désirs et ces envies. Je n'étais ni fatigué ni usé par la scène. La scène m'apportait vraiment toute la joie que j'en attendais, m'a toujours apporté la joie que j'en attendais. J'ai toujours été comme ça dans la vie, et je recevais encore une lettre récemment de Ponel, qui est le metteur en scène avec lequel j'ai le plus travaillé, qui était un ami, mais qui avait beaucoup de difficultés à me dire des choses telles qu'un ami pourrait les dire. Nous avions des silences plus que des conversations. Et j'ai reçu une lettre très très belle où il me met « Tu as toujours été comme ça, tu as toujours été extrêmement brutal dans tes décisions et tu as toujours été entier dans tes décisions. » Et je crois que si j'avais pris une décision à moitié, c'est-à-dire en essayant de conserver peut-être le récital ou comme ça, je serais resté assis entre deux chaises, n'étant absolument pas satisfait ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais été infidèle à ce moment-là à une chose à laquelle je croyais que je pouvais faire, et en même temps infidèle au projet et au désir que j'ai. Alors j'ai préféré trancher totalement, étant donné, encore une fois, que la raison principale est quand même une certaine difficulté à retrouver ce que moi j'exigeais. Évidemment, on peut dire, mais tant que le public et tant que ceux qui vous engagent estiment cette qualité suffisante, pourquoi ne pas continuer? Je crois que je ne suis pas seulement un homme pour le public, mais je suis aussi un homme pour moi-même et pour mon bonheur personnel. Et ce bonheur personnel n'étant plus là, je crois qu'il vaut mieux essayer de garder tout ce que j'ai fait comme un bien extrêmement précieux qui va m'aider à découvrir d'autres choses. Qu'est-ce que c'est? Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, médisant de toute ta chevelure est tombée de la tour. Je les tiens dans les mains, je les tiens dans la bouche, je les tiens dans les bras, je les baise autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, tu vas me faire
s'il tombait du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux. Tu vois, mais demain ne peut pas plus les tenir. Il y en a jusque sur les branches du sourd. Ils vivent comme des oiseaux dans des mares. Ils m'aiment plus que toi. Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir. Non, je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit. Toute la nuit, toute la J'embrasse tes cheveux, je ne souffre plus au milieu de tes cheveux. Tu entends mes baisers le long de tes cheveux. Ils montent le long de tes cheveux. Il faut que chacun t'en apporte. Tu vois, je puis ouvrir les mains. J'ai les mains libres et tu ne peux plus m'abandonner. Oh, tu m'as fait mal. Péléas, un des rôles fétiches d'Éric Tappy, Péléas de Claude Debussy, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas manquer d'entendre aujourd'hui. On en entendra d'autres de ces rôles fétiches. J'aimerais évoquer maintenant avec un des musiciens qui en a fait de la musique avec Éric, c'est Jacques Pache qui nous fait le bonheur de venir aujourd'hui. Jacques Pache, c'est aussi une période, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents ici, qui ont chanté, qui ont joué avec Jacques Pache, avec l'Orchestre des Collèges. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici dans cette salle qui ont un souvenir de ça que tu vas évoquer maintenant. Jacques, si tu veux bien venir. Je sais que tu veux rester debout, mais c'est pour la caméra. Voilà. Est-ce que tu veux bien venir t'asseoir là? Voilà. Un petit coup de main. C'est une période, donc on a évoqué 1968, l'arrivée des tapis ici à Belmont, et puis c'est une époque où ça se développe vraiment pour lui au niveau international, mais aussi en Suisse. Il va chanter Péléas, par exemple, sous la direction d'un certain Charles Dutoit, qui était à Berne à ce moment-là. Il va aussi chanter avec Michel Corbeau. On entendra tout à l'heure un enregistrement d'Orphée de Monteverdi avec Michel Corbeau. Donc, vous étiez une sacrée équipe quand même ici à Lausanne, Jacques. Oui, une sacrée équipe. Il y avait beaucoup de musiciens, mais on se connaissait très peu aussi parce qu'on était très pris de toutes nos préparations. Moi, j'avais très peu de temps. Je ne me plains pas du tout. J'ai commencé avec 6 élèves dans l'orchestre en 60 avec Uzi. Et puis le dernier concert qu'on a fait à la cathédrale avec la maison d'eau de Mozart,
On était l'orchestre avec 40 musiciens, le chœur 120, etc. Non, mais il y avait une progression régulière, mais c'est vrai qu'on se connaissait peu. On se connaissait peu. Eric, c'est un cas spécial. Bon, je pense que vous comprendrez dans un instant. Mais autrement, je cite le cas de Michel Stettler, dont j'ai dirigé avec l'orchestre des collèges une pièce qu'il avait créée pour nous. J'apprends aujourd'hui qu'il a des problèmes de santé, etc. Mais je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Mais quand on était en pleine activité, je n'avais pas le temps de faire d'autres choses. Sinon de faire un jardin, potager, parce que j'ai toujours aimé. J'ai passé ma jeunesse à la campagne. Et la terre est pour moi une chose très importante. Alors ça, et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un très bon vélo et de faire d'immenses balades. Et c'était génial parce que c'est des choses qui me sortaient complètement de choses parfois très terre à terre, des questions financières par exemple, avec les autorités, c'était pas drôle. Je suis rentré de temps en temps à la maison un peu, je crois que je peux dire, un peu furieux. Par exemple, je cite un exemple, on avait décidé, j'en reparlerai là, d'acheter un clavecin, parce qu'il y a plusieurs élèves qui me demandaient de venir à l'orchestre. Je leur disais, mais tu joues quel instrument? Et puis ils me disaient, piano. Ça n'allait pas, je ne pouvais pas faire venir les pianistes. Et cette idée du clavecin germé petit à petit. Et puis j'ai été à la ville de Lausanne, devant les responsables de l'école, pour expliquer mon problème et demander si on pouvait avoir une aide de la part de la ville. Et on m'a refusé immédiatement en me disant ça pourrait créer un précédent. Si c'est pas vaudois, alors c'est vrai, il y a eu des dons parfois remarquables, merveilleux, et puis surtout une entraide entre nous. J'avais un comité, au début j'étais tout seul, je copiais, je ne vais pas m'inventer, c'était comme ça, il y avait 6 élèves à l'orchestre, alors je copiais toutes les partitions. Et puis ça a duré, je n'ai pas noté le nombre d'années, jusqu'au moment où on nous a donné 200 francs, et puis j'ai pu de temps en temps acheter des partitions. J'allais à Berne choisir ces partitions, parce qu'à Lausanne, c'était assez misérable comme choix. Chez Krumpholz. Chez Krumpholz à Berne, voilà. Voilà, enfin j'ai tant de choses à dire encore. Mais... Tu parles du plaisir du jardin, je pense que tu le partageais aussi avec Eric, et puis vous étiez tous les deux des instituteurs à l'origine. Exactement, on était des instituteurs, mais on ne se connaissait pas. Je peux le dire, on avait une année de différence, donc je le voyais dans la cour de l'école normale peut-être, je savais qui il était, je savais qu'il chantait avec André Charlet, et moi j'ai chanté après aussi avec André Charlet, mais on se connaissait très mal. Je dirais dans mes notes à quel moment je l'ai vraiment rencontré. Ah ben vas-y alors. Écoutez, non, parce qu'elle a le nom. Oui. Je prends des notes et vous comprendrez très bien pourquoi je lis. Ça s'intitule « Il me souvient ». Il me souvient d'un concert donné à Lausanne en 1941 et 42, ou 42, je crois. Charles Faller, alors organiste à la cathédrale de Lausanne, dirigeait la Passion selon saint Matthieu de Bach, et l'évangéliste était alors celui qui est aujourd'hui mon ami et collègue, le ténor Hugues Queneau. J'étais moi-même assis sagement derrière l'orchestre, quelque peu au-dessus, car je faisais partie du petit groupe d'enfants chantant dans le grand chœur d'ouverture. Je regardais le chef, bien sûr, mais surtout fixais mon regard sur cet homme long et mince qui, d'une voix claire et vibrante,
narrait l'histoire du Christ. Je me souviens d'avoir été particulièrement frappé, et mes 10 ans d'alors expliqueront cela, par des détails extra-musicaux. Tout d'abord, l'alternance des nombreux levés et assis nécessités par le rôle. Ensuite, mes pensées vagabondant encore, je trouvais merveilleux, écoutez bien, je trouvais merveilleux que nous, gamins en culotte courte, c'était alors la mode, puissions efficacement aider les solistes placés devant nous. C'était finalement une collaboration de rêve entre habits d'hiver, robes longues, frac et culottes courtes. Or, cette image de l'enfant, ça me paraît très important, je répète, écoutez bien, je trouve ça tellement beau. Or, cette image de l'enfant et du chanteur en habit m'est toujours restée comme étant la représentation idéale d'un seul interprète. Aujourd'hui, soliste moi-même, je crois toujours plus à cette fusion de l'enfant avec sa joie de vivre, sa spontanéité, et de l'adulte soliste avec sa technique, son métier, sa conscience de sa responsabilité vis-à-vis du compositeur et du public. J'ai moi-même suivi les concerts donnés par l'orchestre des collèges. Toujours un souffle profond les animait. Rien d'un apprentissage scolaire, rien d'une exécution sans âme et gentillette. Mais comment en est-on arrivé nous-mêmes à cette réalisation? Revenons un tout petit peu en arrière, à savoir 2 ans plus tôt, en 1968, lorsque l'orchestre et le chœur du Collège de Béthusie donnent un concert en plein air, à la fin de l'après-midi, c'était au mois de juin, dans la cour du collège, pour le public et sous le préau couvert pour l'orchestre et le chœur. Il fait grand beau. Je me souviens en particulier de l'atmosphère qu'il y avait. Le directeur du collège m'avait annoncé qu'il arriverait en retard, parce qu'il était pris ailleurs. Et lorsqu'il est arrivé effectivement en retard, il m'a dit « J'ouvre la porte de ma voiture et j'entends qu'on m'applaudit. » Et c'était les applaudissements qui se venaient de la cour. C'était vraiment une journée très, très, très belle. À l'issue de cette heureuse fin de journée, Eric, que je ne connaissais alors que de loin, m'aborde avec son grand sourire et me pose moult questions sur la vie de l'orchestre. Et quand je lui dis, entre autres, que nous avons l'intention d'acheter un clavecin, il me propose sur le champ de prévoir un concert en faveur de cet achat et dont les solistes seraient lui-même, bien sûr, Christian Jacotet, claveciniste, et André Louis, organiste à la cathédrale. Quelle preuve de générosité et d'amitié. D'autant plus que 5 ans plus tard, je reviendrai après l'actualité, 5 ans plus tard, en 75, Eric nous proposera une fois encore une participation à l'un de nos concerts. Alors que son programme de fin 74, il m'avait écrit une lettre à fin 74 qui me disait, écoute, n'oublie pas 75 notre concert. Pour le moment, je vous le signale. Du 31 août au 3 septembre, je suis à Londres. Du 4 septembre au 6 octobre à Köln. Du 7 au 12 à Belmont. Du 13 au 16 à Budapest. 17 novembre au 30 à Santiago. Et du 1er décembre au 17 à Marseille. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Parce qu'après cette énumération, il me dit « Je te rappelle de notre concert ». Donc il y pensait déjà. Il y avait encore beaucoup à dire sur les années qui suivent, où Eric ne cessera de manifester son intérêt pour notre entreprise, et en particulier pour nos semaines de camp d'orchestre, où il nous rendra visite pratiquement chaque année. J'ai même, dans une autre lettre, il me dit « Je t'avoue que je veux absolument monter au camp, j'ai refusé un engagement. »
simplement pour revenir à l'orchestre. Pardon. C'est au cours de l'un de ces camps, celui de l'orchestre préparatoire, donc les débutants, qu'Éric arriva un matin, et s'assit discrètement derrière l'orchestre. Nous étions en pleine répétition, et il s'est passé ceci. Ceci, je ne peux pas, je vous le dis, je ne peux pas vous le raconter sans me lever. On va essayer de te suivre au micro. Hein? Bizarre. Pas l'intention de Pardon. Tu veux garder le micro dans ce cas-là? Tiens, je te prends celui-ci. Je n'ai pas l'intention de tout raconter, mais il s'est passé ceci. Éric arrive, et puis on était en train de travailler. J'avais préparé des mois à l'avance, avant même qu'Éric me dise qu'il allait monter un jour. J'avais préparé des partitions quand j'avais commencé à travailler à Lausanne et qu'on continuait à travailler. On était à Châteaudet, dans une maison qui appartient à la ville de Lausanne. Et puis, il s'assied discrètement derrière l'orchestre. Et puis, je chante ce que je travaillais avec les élèves, en corrigeant deux ou trois choses. Et puis, de loin, il était derrière, il me dit, il fait comme ça. Il fait... Vous avez compris? Non? Tu n'aurais pas une partition pour moi? Puis moi, je dis bien sûr, heureusement, et puis on a commencé on a repris notre répétition, puis j'entendais de temps en temps, il chantonnait derrière l'orchestre, comme s'il avait envie de... Et puis je lui ai fait signe quand même, et puis j'ai présenté brièvement à Éric qui il était, ce qu'il faisait. Et puis Éric a dit, moi j'aimerais bien chanter avec vous. Vous êtes l'orchestre. Je vous prends un témoin, c'est pour ça que j'ai dit que je devais bouger. Mais je tiens. Non, il n'était pas assez proche. Pas assez proche. Ben je vais encore plus proche. Non, mais je le tiens. Oui, je vais bouger. Oui, mais je le tiens, comme ça tu peux bouger. Alors il vient à côté de moi. Ah voilà, ça sonne. Il vient à côté de moi, et puis l'orchestre, c'était donc l'orchestre préparatoire, je répète, c'était des petits et jeunes, c'est-à-dire qui n'ont jamais accompagné un soliste. Et puis Éric le chante comme ça. Et puis on arrive au bout, silence, et puis il dit, mais dis donc, c'était bien ce que vous avez fait, vous m'avez accompagné. Vous savez, moi je vous propose une chose, je veux le faire comme quand j'étais à l'opéra. Alors, je vous explique comment, c'est pour ça que je vous dis, vous représentez vous-même l'orchestre. Il dit, je vais faire, vous êtes vous dans la fosse d'orchestre, moi je suis sur le plateau, et puis je vais chanter un air, Ombra mai fou, de Handel, et je vais commencer du côté des violoncelles, et puis je vais passer derrière vous, sur la scène, derrière vous, et je règle mon pas pour arriver juste ici, derrière les premiers violons. C'était donc assez clair. Alors maintenant, je vais vous mimer, en raccourcissant bien sûr tout le cercle et la durée de la musique, mais je veux vous mimer ce qui s'est passé. Il est parti donc derrière les premiers violons. Moi, je dirigeais l'orchestre, ils étaient là, etc. Il passait derrière eux. Après, je me suis dit, mais personne ne s'est retourné pour voir. Il a passé tout derrière l'orchestre. Et puis, quand il est arrivé là, je vous le mime. Moi, je le suivais, je dirigeais là, et puis je savais, d'après la musique, qu'il allait arriver. Et puis, je dirigeais comme ça, puis quand il est sorti derrière, j'ai fait comme ça, tac. J'ai plus bougé. Et quand j'ai légèrement tourné la tête, Éric était là, il regardait l'orchestre. Il me regardait, mais il n'avait pas bougé. L'orchestre de ces petits gamins n'a pas bougé une seconde. Moi, j'ai fait comme ça.
on n'a pas bougé du tout. Je ne voulais pas non plus que ce silence reste trop long, parce que pour nous, c'était très impressionnant. C'était bouleversant, parce que ça ne m'était jamais arrivé. Alors, à un moment donné, j'ai dit merci. Puis, bon. Et ça, je pense que c'est une expérience unique. Et je ne vais pas vous relire le début de ce que j'ai lu, de la lettre d'Éric. Ce n'est pas une lettre en réalité. C'est à la fin, il a dit, Éric, mais je n'ai pas lu ce passage. Oui, je vous le dis. Il parle de l'orchestre des collèges et il nous propose de faire un concert avec lui. Déjà, rien que ça, il était en pleine carrière, vous avez entendu, etc. Mais de faire un concert avec nous, il avait été touché simplement par la manière, bref, etc. Et ça, ce que je viens de vous montrer, peut-être maladroitement, mais on est resté, mais je ne vais pas minuter bien sûr, mais dans un silence total. Total. Et c'était, encore une fois, bouleversant de voir ces gosses qui étaient pris. Et le rapport avec ce que j'ai lu avant, Éric me l'a dit après aussi, il chantonnait, mais quand il a chantonné avec ses petits gamins, il n'était pas seul, il était soutenu par l'orchestre. L'orchestre, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, évidemment, que l'orchestre jouait encore mieux qu'à la répétition. Mais pourquoi? Parce que j'étais tellement ému de voir le grand Éric et ces gosses qui étaient avec lui. Et quand il parle d'une seule personnalité, au fond, je trouve ça très beau. Et Éric a eu toute sa vie cette attitude, on n'en a pas, vous les en avez parlé, il y a un moment de naturel, de besoin de communiquer, de besoin de voir les autres. Voilà. Merci Jacques. Merci.
Alessandro Scarlatti, je précise bien. Alessandro, magnifique musique, Caldo Sangue, qui est vraiment un moment, j'imagine, après ce témoignage de Jacques Pache, c'est difficile, c'est difficile de parler. Voilà, c'est une musique grandiose. On revient maintenant à cette période où Éric annonce qu'il quitte la scène, mais il ne va pas s'arrêter, il ne va pas prendre sa retraite pour autant. Et commence une nouvelle période pour lui, c'est celle de l'enseignement, et notamment il a l'occasion de créer un atelier d'interprétation vocale et dramatique à l'Opéra de Lyon. Ça sera sa première activité en 1982. J'aimerais inviter deux témoins, pas exactement de ça, mais en tout cas, un premier témoin, c'est Véronique Caro, ma chère Véronique, et puis Karine Séché, parce que vous êtes... je préfère vous avoir les deux en même temps. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour vous faire entendre un témoignage. Malheureusement, elle ne peut pas être là. C'est une personne qui a aussi pris des cours avec Éric Tapie, c'est Marie-Claude Chapuis. Magnifique mezzo qui chante aujourd'hui Didon est né à Bâle et qui m'a envoyé un petit mot que j'aimerais vous lire avant parce que elle me dit la beauté d'une voix, la beauté d'un homme. Je pense à Éric Tapie avec une grande gratitude envers le ciel qui nous a accordé de connaître un être d'une rare beauté, autant dans sa noblesse humaine que dans son chant. J'ai eu le privilège de recevoir d'Éric Tapie des conseils professionnels essentiels et déterminants à un moment clé de mon chemin artistique. Cet après-midi où il m'a accueilli chez lui avec une grande bienveillance pour m'écouter et me conseiller reste un souvenir lumineux. Un autre souvenir émouvant et d'une grande délicatesse est cette carte de vœux posée dans ma loge du Grand Théâtre de Genève, un soir de représentation de l'opérette L'Étoile de Chabrier. De Lazuli à Lazuli, tous mes vœux. Signé Éric Tapie. Alors, je pense que c'est important d'évoquer, on le sent déjà dans tout ce qui a été dit, ce besoin de transmettre qu'avait Éric, de transmettre déjà par son chant, mais aussi par son exemple. Alors tu es la première, Véronique, parce que c'était dans les années 80 que tu as été appelée à accompagner la classe, la masterclass à Lyon pour Monteverdi. En fait, Éric voulait faire un spectacle autour des madrigaux de Monteverdi. Il a fait une espèce de mini-opéra, une mise en scène de plusieurs madrigaux avec sa classe. C'était des jeunes chanteurs qui avaient, je dirais, entre 20 et 25 ans. Quelques-uns promis un bel avenir, d'autres un peu moins. Et j'étais très impressionnée par la façon très bienveillante dont Éric menait ses cours, ne faisant pas de cadeaux inutiles, jamais, d'une exigence absolument folle, et avec toujours le souci d'emmener les gens dans son enthousiasme, dans son amour de la voix, dans son amour de la musique, et cette exigence inouïe qui nous emmenait tous. Bon, ils avaient 25 ans, mais moi j'en avais pas beaucoup plus. Et ils nous emmenaient sur des chemins qui pouvaient nous faire rêver, forcément. Bienveillant, mais rigoureux. Parce que là, il va aussi faire de la mise en scène à cette époque-là. Donc j'imagine il faut une certaine autorité. Comment tu la qualifierais, cette autorité dans la bienveillance? Mais c'est une autorité bienveillante, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchissait tellement. En même temps, tout à l'heure, c'est Joseph Laure qui parlait de spontanéité. Il y avait une spontanéité toujours pleine de vie, de musique, d'amour pour ce qu'il faisait et pour les gens avec lesquels il partageait la musique. Et cette spontanéité était aussi guidée par une immense réflexion. On avait vraiment le sentiment que rien n'était laissé au hasard, et en même temps tellement ouvert à la vie. Et ça, c'était une très très belle expérience pour les jeunes musiciens qu'on était.
J'y reviens tout de suite, mais je sais que Karine, tu as un autre concert tout à l'heure, puis j'aimerais que tu aies le temps quand même. Ouais. Toi, tu peux juste nous rappeler dans quel contexte tu as eu l'occasion de travailler avec Éric? Alors moi, c'était bien plus tard. En fait, il a été aussi professeur au Conservatoire de Genève, mais je n'étais pas son élève non plus. Je suis arrivée au Conservatoire, il avait déjà fini. Et en fait, on me l'a présenté quelques années après, lors de la remise des prix de la Fondation Lennart. Et c'est à ce moment-là, il était déjà à la retraite, qu'il a accepté que je vienne travailler chez lui, parce qu'il fallait aussi qu'il accepte. Il faisait travailler très peu de personnes, donc il était à la retraite, mais je l'ai déjà dit. Et j'ai eu l'occasion d'aller, en fait, rôder des rôles à Belmont, ici. Donc en fait, là, ouais, exactement. Donc Denise nous ouvrait la porte, moi et mon ou ma pianiste, ça dépendait qui pouvait être là. Et puis il fallait bloquer. C'était pas juste, quand on est jeune chanteur et qu'on a besoin de rôder des rôles, on se dit je vais voir tel prof et puis ça, je vais bloquer 1 heure, puis je rentrerai chez moi. Et alors là, non. Comme vous le connaissiez, c'était les nombreux coups de fil, comme Hélène l'a décrit. Il fallait bloquer de 10h à 14h, mais il y avait quand même le dîner au milieu, et puis il fallait venir avec la voix chauffée. Enfin, c'était toute une préparation. Mais j'ai eu l'énorme chance qu'on m'ait offert de chanter Mélisande, donc j'ai pu notamment travailler Mélisande avec le Péléas de rêve, chez lui à Belmont. Et ces séances étaient toujours très très intenses. Donc, il était à la retraite, mais en privé, il chantait quand même. Et les grands rôles aussi, parce qu'il les entretenait. C'est-à-dire que là, il a commencé à me donner la réponse. Moi, je faisais mes phrases de Mélisande, et petit à petit, il était assis avec la partition qu'il connaissait par cœur, et petit à petit, il n'y a pas eu que ce rôle, mais là, comme on a entendu Péléas tout à l'heure, petit à petit, il commençait à me donner la réponse, et forcément, et la voix était là, et il s'est levé, il a chanté. J'ai chanté avec Péléas, en fait, là, un matin, et c'était toujours d'une intensité folle quand je finissais ces séances qui duraient longtemps, mais heureusement, il y avait un repas pour nous requinquer, toujours avec un peu de blanc. J'étais vraiment épuisée après ça. Je peux témoigner aussi pour l'émission qu'on avait faite pour ses 80 ans. J'avais dit, écoute, je sais que tu entretiens ta voix, est-ce que tu as envie de chanter? Je ne vais pas te forcer, je n'ai pas besoin d'un scoop. Je veux que tu sois à l'aise, mais je ne veux pas non plus que tu regrettes de ne pas l'avoir fait. Je ne sais pas, non, je ne vais pas, non, c'est pas... Non. Et avec l'équipe technique, j'ai dit, écoutez, tenez-vous prêts, mettez un micro, ça va se décider à la dernière minute. Et ça n'a pas manqué, parce qu'au moment où on est entré sur scène, puisque c'était comme c'est comme une entrée en scène, c'était une émission enregistrée quand même, mais on a joué le jeu du direct, il me glisse dans l'oreille au moment d'entrer dans le studio, c'est bon, je vais le faire. Et c'était un moment, mais il y a plein de choses qui traversent l'esprit à ce moment-là, parce que je me disais, quelle chance. Bon, ça pouvait être aussi du voyeurisme d'une certaine façon, ça peut être aussi... mais je savais qu'Éric, s'il me disait oui, je veux le faire, je savais qu'il le ferait. Comment ça se passait là? Si tu venais avec un rôle, prenons Mélisande, à quoi est-ce qu'il portait son attention en particulier ou en premier? Comment tu incarnais le rôle, ou est-ce qu'il abordait la question technique? Non, pas la question technique, mais surtout tout le temps. Déjà, il fallait arriver prêt. On ne pouvait pas arriver en regardant la partition, il fallait donc tout savoir son rôle par cœur et être prêt. Et en fait, là où il mettait son attention, c'était la préparation du son, tout le temps. Et donc il disait, voilà, là il y a le piano, non, t'es pas dedans, on recommence et tout. Presque comme un comédien le ferait en fait. Et aussi écouter ce que le pianiste joue et qu'est-ce qui est indiqué dans cette musique, pourquoi cette composition est comme ça, avec ces mots-là. Et c'était tout le temps écouter la musique, se laisser porter, et qu'est-ce qu'on a dit avant, quelle est la situation, quelle est l'émotion. Et si tout était là, après il nous laissait chanter en fait. Ensuite, quand il y avait entre quelques phrases plusieurs mesures musicales, c'était de nouveau le même trajet. Voilà, vous avez dit ça, maintenant de nouveau. Vraiment le travail du comédien, quasiment. Donc ça m'a beaucoup parlé, puisque j'ai aussi eu l'occasion de faire l'école d'art dramatique. Bon, à l'opéra, de toute façon, on fait ça, on chante et on joue, mais toujours avec une exigence folle, comme disait Véronique. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter qu'il travaillait avec les chanteurs, et il rendait très sensible l'écoute des chanteurs, les 3 mesures où ils ne chantaient pas. Mais si nous, on avait 2 temps
de silence pendant qu'un chanteur chantait, il nous rendait attentifs à ce que faisait le chanteur. Et c'était aussi cette façon de chercher le dépassement de chacun, que ce soit dans la fosse ou sur la scène, c'était la même chose. Puis moi, je voulais juste encore ajouter une petite chose, c'est que on n'en a pas parlé, j'ai oublié de t'en parler dans cette longue préparation, c'est qu'en 85, on a enregistré l'Orfeo de Monteverdi, après l'avoir fait à Aix-en-Provence et puis à Genève. On l'a enregistré à Villeneuve-les-Avignon, et il chante dans ce disque le rôle d'Apollon. Et après avoir été un Orfeo de rêve, il a bouclé la boucle en étant Apollon, qui est chargé d'emmener Orphée aux cieux. J'ai souvent dit que Monteverdi était au commencement et à la fin, et sera toujours à la fin de l'histoire de l'opéra. Et je pense qu'il s'écoulera des siècles et qu'un autre chanteur sera là pour dire ce que je dis là, pour dire que Monteverdi est encore présent et sera toujours à la fin de la courbe. Quels que soient les compositeurs modernes, ils s'inspirent tous finalement de Monteverdi, du discours musical de Monteverdi. Et en plus, alors, comme Honegger était lié pour moi à Charlie Dutoit, cet Orfeo de Monteverdi est lié évidemment à la grande découverte que nous avons faite l'un de l'autre de Michel Corbeau et à toute cette aventure que nous avons vécue au travers des disques que nous avons enregistrés, l'Orfeo, le Vespro, les Selva Morale, par exemple. Et de nouveau, l'Orfeo représente ce type même de jeune à la quête de quelque chose. Là, il est à la quête de son amour. Il ne résiste pas aux épreuves, il ne peut pas accepter les épreuves, mais je me suis toujours senti concerné par ces personnages parce que je crois que la vie est une longue quête de la vérité et de la connaissance, et j'espère seulement avoir, comme tous ces personnages, la force aussi d'accepter ces épreuves. On l'a entendu, donc cet Orfeo, donc incarné par Éric Tapie, c'est l'enregistrement. Alors à ne pas confondre, parce que moi je me suis fait avoir, j'étais sûr d'avoir cet enregistrement-là, mais j'avais l'enregistrement qu'a évoqué tout à l'heure Véronique Caro, où Éric Tapie est aussi dans la distribution, mais dans un autre rôle, et dans celui d'Apollon. Et je me souviens plus qui jouait
Orfeo. Ah, c'est Gino Quilico, voilà. J'aimerais qu'on termine avec, au fond, l'avenir, les dernières années d'Éric, qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, parce qu'elles sont symptomatiques du personnage curieux, toujours en recherche, toujours en intérêt. Un jour, il me téléphone, il me dit « Dis donc, il faut que je te fasse écouter quelque chose. » Oui, bon, je ne l'ai pas dit, hein, j'habite un petit peu dans la continuation des Mouettes, du chemin de la Mouette, juste ici derrière. Donc on était presque voisins, mais on se voyait assez souvent, et c'était assez spontané comme ça. Et il me dit « Ouais, c'est vraiment un truc, j'y tiens beaucoup. » Et il ne me l'a jamais demandé. Et malheureusement, je n'y ai pas donné suite parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a... voilà. Et je sais que c'était un disque enregistré par le Chiki Duo et que j'aimerais les inviter à venir pour... venez vers moi. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas lequel est le premier. Jacques Hostetler et Nicolas Suter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière cet intérêt qu'il avait, cette fascination qu'il avait. Donc vous êtes un duo de marimba. Peut-être en 2 mots, qu'est-ce qu'un marimba? Qui en parle? C'est facile, alors je m'y colle. Donc c'est tout simplement un grand xylophone. Parfois on le confond avec le vibraphone parce qu'il se joue à 4 baguettes, mais ce n'est pas en métal, c'est bien en bois comme le xylophone. Et nous sommes avec Nicolas spécialisés, si on peut dire, dans cette formation duo de marimba qui nous permet notamment d'approcher un répertoire arrangé d'œuvres pour clavier, clavecin, piano, par exemple. Et qu'est-ce qui fascinait le plus, Éric, en dehors de votre virtuosité dans ce domaine? Je vais te répondre un tout petit peu à l'envers. Éric était avec nous aujourd'hui. Chaque fois que je voyais Éric, j'avais un bout de papier et un stylo. C'était une masterclass. Pas de chant. On est des gros fumeurs, ce qu'Éric n'appréciait pas. Mais une masterclass de vie. Et en fait, je crois qu'on a rencontré Éric un peu sur la tangente. Mon père a failli me mettre les sous-titres la première fois qu'Éric est monté sur scène pour venir se présenter par-dessus les marimbas pour dire « Bonjour, je suis Éric Tapie et vous allez venir chez moi à la maison. » Et mon père derrière qui fait. J'étais là, Éric Tapie, ça résonnait un peu, mais moi à l'époque, quand j'étais petit, j'étais plutôt batteur de rock. Ça me parlait moins, Éric Tapie. Et en fait, en échangeant beaucoup avec les enfants d'Éric et Denise, il me semble que c'est là où on a été touché avec Éric, un petit peu, si j'ose une comparaison peut-être mal à propos. Jacques Brel, qui arrive aux Marquises, puis qui dit « Vous ne me reconnaissez pas? Alors je vais rester ici. » Et Éric a vu dans notre regard une rencontre qui est devenue une amitié, j'ose dire, sincère et profonde. Il nous appelait tout le temps et à des heures parfois indues, mais ça lui passait par la tête. Alors il faut que j'appelle le Chiki. Et c'était super parce qu'il ne savait jamais s'il téléphonait à Jacques ou Nicolas. Donc en fait, il téléphonait au Chiki et il nous laissait un message. Et ça, c'était des moments extrêmement précieux. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, parce que chaque fois je lui demandais « Ça te dérange, Éric, si j'écris quelques mots comme ça couchés ?» Et on rentre d'une tournée de masterclass et je dois vous confier qu'Éric était avec nous parce qu'il y a tellement dans notre enseignement de choses évidentes liées à la terre, liées à notre ancrage musical, liées à une approche, la présence, liée à que nous avons pu échanger avec Éric, que en fait j'ai l'impression que ce que je dirais du marimba pour Éric, c'est que c'est le seul instrument où c'est le bois, matériau vivant, qui crée le son, et le métal comme résonateur. Or, tous les plus beaux instruments qu'il a vus, c'est le métal, qui pour lui était très froid. Il aimait la pierre énormément, et le bois. Et pour lui, le marimba a été cette approche de... Il disait, Bach sur votre marimba, c'est la musique de l'humanité. Parce que c'est le génie de ce contrepoint sur ce que Éric aimait à appeler l'éducation à la musique classique, cette musique occidentale. Et puis, en contrepoint, cet instrument
ces morceaux de bois alignés côté des autres. Et comme le disait José, chaque lame était pour lui une autre essence, une autre individualité, une autre personnalité. Et c'était une représentation pour lui, comme aujourd'hui cette assemblée, que chaque personne crée une harmonie. Et pour lui, c'était le symbole du marimba. Donc je pense que là, il y a eu quelque chose avec l'instrument sur lequel Eric est tombé profondément, philosophiquement amoureux. Et la deuxième, c'était de dire, vous n'êtes pas frères. Mais il adorait nous voir travailler. C'était pour lui comme un leitmotiv. Je veux voir comment vos cerveaux fonctionnent. Je veux voir comment vous fusionnez. Quand moi je vous vois sur scène, j'aimerais connaître les coulisses. Un peu comme vous avez découvert, j'imagine, les coulisses de l'opéra avec Eric. Pour Eric, comment nous pouvions... Je suis hors signal. C'est Eric qui nous dit qu'il faut passer à la suite. Mais, excusez. Je tenais à le dédier ça à Karine parce qu'Eric nous l'a toujours sorti comme ça, en disant « Moi, c'est le passé. Le moment présent, on le partage ensemble et c'est ça qui m'intéresse. Mais le futur, c'est vers quoi je me projette. Et Tamino et Orfeo, sur l'énergie de la vie, le futur, c'est quelque chose que Eric lui tenait tellement à cœur et je pense que c'est pour ça qu'il a, comme il le disait dans un de ses interviews, adoré enseigner. Parce que lui, il a vécu ça, un peu comme Jacques Brel de nouveau. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'aurais pu continuer, mais maintenant je passe à une autre phase de ma vie, et puis après une autre et une autre. Et je crois que la rencontre qu'il a eue avec nous, ça l'a empli de... Même si parfois il nous disait ses amis ou des journalistes, pas toi Jean-Pierre, mais... Mais je me souviens que la personne qui écrivait le livre sur Eric, il lui a téléphoné pour lui dire « Tu vas aller au Japon avec ces deux marimbistes », parce que le Japon est un pays de marimba. Et effectivement, elle travaillait sur le livre d'Eric Tapi, Myriam, et elle a posé l'ouvrage et elle est venue au Japon parce qu'Eric lui a dit de venir au Japon avec nous. Alors elle est venue au Japon avec nous parce qu'Eric lui disait « Ça, c'est le futur, moi, c'est le passé ». Et les masterclass d'Eric resteront à jamais vivantes et gravées, comme il le dit, comme Monteverdi reste, comme on aura toujours cette boucle. Eric, et je dois finir avec un dernier mot, parce que Eric souriait, mais Denise avait l'œil brillant. Chaque fois que je disais, derrière tout grand homme se révèle une plus grande femme. Et ça, c'était touchant pour Denise. Et je garde de nos visites ce couple incroyable où Denise disait « Eric, va en bas préparer la bouteille de blanc. » Moi, je passe mon moment avec Chiki. Et après 20 minutes, elle disait toujours « Je crois qu'Eric va s'impatienter, vous pouvez y aller. » Merci. Merci Nicolas, merci Jacques, merci les Chiki. Vous avez la conclusion, moi je vais juste faire le générique de fin, d'abord pour les remerciements, mais surtout j'aimerais juste vous rendre attentif à cette carte que vous avez peut-être reçue à l'entrée. Si vous ne l'avez pas trouvée, vous la trouverez certainement, et je trouve que c'est un très joli hommage photographique, montage à partir d'une émission de télévision. Voilà, je remercie encore une fois la commune de Belmont de nous avoir mis cette salle à disposition qui se prête bien à l'exercice, je trouve, et qui nous accueille aussi dans quelques instants en bas. Je remercie aussi les concerts de Belmont, c'est-à-dire les concerts spirituels de Belmont-Prieuré, qui nous ont offert l'armature pour pouvoir réaliser tout cela. Et puis, qui voulais-je encore maintenant du coup, j'ai perdu le fil. Ah, mais vas-y. J'aimerais remercier Jean-Pierre Amann, parce qu'il faut l'applaudir. Merci. Véronique Caro et Hélène Bruguera qui vraiment ont tout pris en main, nous rien du tout. Et puis pour conclure quand même, si je peux me permettre, comme un des musiciens des Chiki est plus disert et l'autre plus silencieux, je conclurai sur le fait que mon père m'a toujours appris l'importance des silences. Ce qui compte quand on chante ou quand on parle, c'est ce qui se passe quand on se tait. Et Véronique Caro l'a bien dit, il travaille beaucoup ce qui se passe avant de parler.
Il m'a appris ça dans mon travail. Ce n'est pas les mots qui comptent, c'est ce qu'on met au milieu, avant, après. Alors, le duo de Tchiki est parfait parce que c'est les deux faces de mon père, la face volubile et la face extrêmement introvertie de mon papa. C'est juste pour ceux qui seraient intéressés. C'est un livre remarquable qui m'a aussi beaucoup aidé à la préparation de cet après-midi. D'une manière générale, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, vous le trouverez certainement encore. Je sais que certains ont réussi à le faire. C'est vraiment un bonheur que Myriam Mevly ait pu faire cela. Malheureusement, elle n'en a pas vu le résultat final, mais c'est vraiment plein de délicatesse. Merci beaucoup. Si j'ai oublié de remercier quelqu'un dans la foulée, qu'il m'excuse. À tout de suite.